bienvenue sur le plateau de Télématin. On est ravis de vous recevoir. Vous êtes explorateur, vous êtes entre autres le premier homme à avoir atteint le pôle Nord en solitaire. C'était en 1986, Oui. ça remonte à quelques années maintenant. Oui. Votre terrain de jeu, ce sont tous les endroits les plus inhospitaliers de la Terre, là où il fait froid, l'Arctique, la Patagonie, le Groenland. On ne compte plus le nombre d'expéditions que vous avez menées. Et ce matin, vous venez nous parler de votre prochain périple, une mission de 3 ans autour de l'Antarctique, donc à l'extrême sud de la Terre. Oui. Qu'est-ce que vous allez y faire exactement ? Alors, le pôle Sud est au milieu d'un continent, un continent de glace. C'est grand comme 28 fois la France, recouvert par 2,5 km de glace moyenne. Vous voyez la taille du glaçon qu'il y a au sud. Et tout autour, il y a un océan qui tourne, que les marins appellent les 50e hurlants, 40e rugissants. C'est loin, c'est difficile d'accès, il n'y a pas beaucoup de missions. Toute la communauté scientifique dit on a besoin de mesurer in situ sur cet océan. En un mot, on a besoin de s'installer sur cet océan. Et donc pour ça, on va construire le Polar Pod, un navire vertical. Un drôle de bateau, oui. Oui, c'est un navire vertical. Si vous voulez être confortable sur une mer de tempête, il faut avoir un navire profond qui descend à 75 mètres sous l'eau. Et à la surface, on a un treillis, 3 tubes comme ça, et donc la mer nous passe à travers. C'est un peu une sorte de gratte-ciel, mais sur l'eau, c'est ça ? C'est un gratte-ciel qui va gratter sous l'eau, effectivement, à 75 mètres. Et on habite dans une capsule qui est tout à fait en haut. Et un bateau qui a été conçu spécialement pour cette expédition ? Spécialement, ah oui. Construit en France. Il est unique. Il va être construit en France, au chantier Piriou à Concarneau. Et il est unique. Et donc la communauté scientifique, quand elle a appris l'existence de ce futur projet, il y a beaucoup de monde parce que personne n'a imaginé un truc comme ça, si vous voulez, pour aller explorer un tel océan. Oui, je vois 43 institutions scientifiques, 12 pays. Oui. Ça arrive souvent qu'il y ait autant de monde comme ça sur une expédition ? Non, c'est vraiment... j'ai commencé à travailler aux États-Unis sur ce projet, donc j'ai beaucoup d'universités américaines qui sont déjà impliquées, MIT, Georgia Tech, Cal State, Scripps, tout ça, et qui sont dedans. Puis je suis revenu en France parce que je suis français, je voulais que ce soit fait en France. Et bien sûr, la communauté scientifique est là. Il y a une énorme attente. Parce que c'est un acteur majeur du climat que l'on ne connaît pas. Alors justement, qu'est-ce que vous allez mesurer là-bas ? Ça va servir à quoi, cette expédition ? Cet immense océan, c'est un océan d'eau froide, c'est le principal puits de carbone océanique de la planète. Ça veut dire qu'il recapture le gaz carbonique qu'on émet en excès, responsable du réchauffement climatique. Donc, il recapture parce que le CO2, le fameux CO2, responsable de l'effet de serre, se dissout beaucoup plus dans les eaux froides que dans les eaux tempérées. Et donc, c'est une immensité d'eau froide. On va mesurer l'échange entre l'atmosphère et l'océan. Le CO2, on le mesure là, à la surface et dessous. Acte 1. Deuxièmement, on est entraîné par le courant. Oui. Vous voyez, on n'a pas de moteur de propulsion. L'énergie... Vous vous laissez porter. Ah oui, le courant nous entraîne autour, on appelle ça le courant circumpolaire. Et deuxièmement, on a des éoliennes. On n'a pas de groupe électrogène, donc on a l'électricité avec le vent. Donc il est silencieux. Et on va mettre des micros sous l'eau, des hydrophones. Et on va faire un inventaire de la faune par acoustique. On connaît la signature sonore de toutes les espèces et par une écoute comme ça, on va dire tiens, un manchot, tiens, un phoque, tiens, une balette bleue, voilà, par une écoute. Et ce qui est remarquable sur ce projet, c'est qu'on va y rester en permanence, à toutes les saisons, qui n'a jamais été fait, bien sûr. Et ce qui est assez incroyable aussi sur ce projet, c'est qu'il y a une dimension pédagogique. Toutes ces données, tout ce que vous allez découvrir, vous allez le partager quasiment en temps réel, c'est ça ? Alors, en temps réel. Donc, les données, elles sont à la fois pour les... On est un arbre de Noël de capteurs. C'est Noël. Écoutez, vraiment, il y a des capteurs absolument partout. Donc, il y a 4 ingénieurs qui vont s'occuper de ça. On envoie la donnée à terre. Les scientifiques sont à terre. Ils travaillent sur la donnée qu'on envoie, effectivement. Et puis, ce sont des supports pédagogiques formidables. Quand vous êtes sur le terrain, vous avez une légitimité de pouvoir parler des choses. Et donc, moi, j'adore la pédagogie. Transformer des choses complexes en quelques mots simples, sans dénaturer le projet, c'est quelque chose que j'aime bien. Je souris parce que vous parlez de cette expédition avec des étoiles dans les yeux. Pourtant, c'est loin d'être votre première expédition. Vous avez 77 ans. Il y a toujours cet émerveillement, ce rapport d'étonnement sur chaque mission que vous faites ? Ah oui. C'est une création, chacune a été une création. Alors, je n'ai pas de catalogue, vous avez mentionné, j'ai 77 ans, je n'ai pas le catalogue, si vous voulez. Non, elles viennent au fur et à mesure. Je m'intéresse beaucoup à ces régions qui sont difficiles d'accès. J'ai construit Antarctica, qui s'appelle Tara aujourd'hui, pour l'océan Arctique. J'ai construit d'autres choses, effectivement. Moi, j'aime un lieu difficile d'accès, une attente de la communauté scientifique, quelque chose à construire.
Vous savez, au début, j'étais tourneur-fraiseur. C'est comme Mais ça oui, que vous j'ai vous commencé. destinez absolument pas à ce métier-là. Non. Qu'est-ce qui vous a donné ce goût de l'aventure? Ah, ça, c'est depuis tout petit. Je suis né à la campagne, dans le Tarn. Il y avait la maison, la route et les champs. Et j'aimais vivre dehors. Vous voyez, donc j'étais un garçon assez timide, solitaire. J'aimais vivre dehors et je m'imaginais des expéditions. Et quand j'étais interne en chirurgie, à un moment donné, je me suis dit, mais peut-être que c'est le moment de proposer mes services, vous voyez. Et ça a commencé comme ça, la course autour du monde avec Éric Tabarly, la face nord de l'Everest, des choses comme ça. Et à un moment donné, vous l'avez mentionné, à 40 ans, je me suis dit, maintenant, je vais faire la mienne. Et ça a été le pôle Nord en solitaire, le départ de mes expéditions polaires. Je sais que la liberté, l'aventure que vous avez pu vivre quand vous étiez enfant, c'est quelque chose donc, qui vous a marqué, qui vous a formaté pour la suite. Vous trouvez qu'aujourd'hui, on laisse suffisamment, justement, chez les enfants, la liberté, la possibilité de développer ce goût pour l'aventure? Moi, j'ai eu des parents qui m'ont laissé la liberté d'inventer ma vie, vous voyez. C'est vrai que j'avais pas le certificat, j'avais le certificat, j'avais pas de diplôme, je ne pouvais pas rentrer au collège, etc. Mais j'avais 10 doigts. Et j'ai toujours été bricoleur, vous voyez. Et c'est marrant parce que ça m'a toujours rassuré de me dire qu'avec mes 10 doigts, je pouvais faire quelque chose, construire une cabane, des poules, un jardin, et voir venir. Je pense que pour les parents qui ont des enfants qui sont en troisième, on les connaît, on les adore, ils sont intelligents, mais ils n'arrivent pas à trouver leur chemin. Moi, je suis un pur produit de la formation professionnelle. Et donc, je suis vraiment un ambassadeur. Conduisez vers la réalisation de soi à travers un autre parcours. Et après, si vous voulez, l'agilité, l'intelligence, l'habileté, l'ambition, tout ça fait qu'on réinvente sa vie, quoi. On sent votre passion, on sent votre engagement. En face, il y a quand même la réalité. Il y a la COP28 qui vient de se terminer. Je suppose que vous l'avez suivi. Oui. Vous vous dites quoi? Est-ce qu'on écoute assez les scientifiques ou est-ce que vous dites de toute façon, ça va droit dans le mur, là? Non, on les écoute, si vous voulez, mais le chantier est énorme, quoi, si vous voulez. Vous voyez, normalement, il faut limiter nos émissions de 7% par an jusqu'en 2000, pendant 6 ans. Oui. 7% pendant 6 ans. Il faut diviser de 43%. Pendant la Covid, la diminution de nos émissions était de 7%. Donc il faudrait, si vous voulez, une petite Covid, en même temps, conjuguer ça avec la vraie vie. Mais le challenge, il est intéressant, parce que le résultat, il est le comportement de chacun. Chacun doit être efficace sur sa zone d'influence. Mais on va y arriver, vous pensez? Mais il y a un chemin à prendre. On ne peut pas abandonner. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne veux pas dire qu'on ne va pas arriver à 1,5 degré. Peut-être on va le dépasser, si vous voulez. Mais le chantier, il faut le mettre en œuvre tout de suite, quoi. Il faut beaucoup d'intelligence, beaucoup d'investissement pour passer des fossiles à des énergies décarbonées. Merci beaucoup, Jean-Louis Etienne, d'être venu partager votre passion avec nous ce matin sur le plateau de Télématin.